La trahison ne crie pas. Elle ne s'annonce pas avec un éclat spectaculaire. Elle chuchote. Elle vous tapote l'épaule avec une douceur trompeuse, promet, on revient tout de suite, et s'éloigne sans un regard en arrière. Je suis resté figé dans ce terminal de l'aéroport international d'Omaha, regardant les dos de mes parents qui s'éloignaient alors qu'ils abandonnaient mon grand-père, leur propre père, comme un bagage indésirable. Le poids de leur trahison s'est écrasé sur ma poitrine, rendant la respiration difficile dans l'air vicié et recyclé. Je m'appelle Isla Thornhill. J'avais 20 ans quand j'ai appris ce que coûte le véritable amour et ce que signifie choisir différemment de ceux qui vous ont élevé. Dans notre maison impeccable d'Omaha, j'avais toujours été la fille parfaite. Des A+ qui décoraient le réfrigérateur. Des récitals de piano aux performances sans faille. Une bourse d'études universitaires qui faisait rayonner de fierté mon père cardiologue lors des dîners au country club. J'étais tout ce qu'il voulait. Silencieuse, obéissante, invisible lorsque la commodité l'exigeait. Mais il y avait une personne dans notre famille parfaite qui ne cadrait jamais tout à fait avec la composition soigneusement arrangée, et c'était mon grand-père, Henri. Tandis que mes parents mesuraient l'amour en réussite et en statut social, papy le mesurait en séance de nourrissage de canard le dimanche après-midi et en histoire pour s'endormir qui se prolongeait bien au-delà de mon heure officielle d'extinction des feux. Il était le seul qui m'ait jamais regardé dans les yeux en disant « Isla, tu n'as pas besoin de mériter l'amour. Tu as juste besoin d'être. » J'avais 7 ans quand il a commencé à m'appeler Izzy, un surnom qui n'appartenait qu'à nous. Quand mes parents assistaient à leurs interminables réunions au country club, papy m'emmenait à Elmwood Park. Nous nous asseyions sous cet immense orme au bord du lac, et il lisait le vent dans les saules de sa voix rauque, s'arrêtant de temps en temps pour me montrer un cardinal ou me demander ce que je pensais que Taupe ressentait. Ses mains racontaient leurs propres histoires, balafrées et usées par 30 ans d'enseignement de cours d'atelier au lycée central, mais infiniment douces lorsqu'elles tournaient les pages de nos livres partagés. « Raconte-moi quelque chose de beau que tu as vu aujourd'hui, Izzy, disait-il pendant nos promenades. Et d'une manière ou d'une autre, j'avais toujours une réponse. Un papillon posé sur les roses de Madame Peton. La lumière du matin capturant les gouttes de rosée sur notre clôture. Les carillons du voisin chantant dans la brise. En grandissant, ces visites du dimanche sont devenues mon sanctuaire. Le lycée a apporté des pressions écrasantes. Maintenir ma moyenne parfaite de 4.0, gagner des concours de piano, rédiger les candidatures parfaites pour l'université. Quand le poids devenait suffocant, je me faufilais à l'étage dans la chambre de papy. Il ne demandait jamais de nouvelles de mes notes ou de mes dissertations pour l'université. Il souriait simplement et disait « Raconte-moi quelque chose de beau que tu as vu aujourd'hui. » Et pendant de précieux instants, l'oxygène revenait dans mes poumons. Puis la maladie d'Alzheimer a commencé à le dérober, morceau par précieux morceau. Au début, c'était de petites choses. Il m'appelait Izzy 3 fois de suite, surpris à chaque fois que je restais présente. Il se perdait dans des histoires vieilles de plusieurs décennies, répétant la même anecdote de l'armée ou le souvenir de son premier rendez-vous avec grand-mère comme s'il s'agissait d'une nouvelle de dernière minute. Mon père devenait de plus en plus irrité. Ma mère a commencé à parler de papy au passé alors qu'il était assis juste là, à notre table. Je me souviens de la nuit où j'ai vraiment compris ce que nous étions en train de perdre. J'avais 16 ans, je rentrais d'une journée éreintante de préparation au SAT et d'entretien pour l'université. J'ai trouvé papy debout dans notre allée enneigée à minuit, vêtu seulement d'un pyjama fin et de pantoufles, serrant un arrosoir. Les roses ont besoin d'eau, a-t-il expliqué quand je me suis approchée, son souffle créant de petits nuages dans l'air de février. Ta grand-mère sera fâchée si je ne m'occupe pas de ces roses. Grand-mère était partie depuis 5 ans. Les roses avaient disparu quand ma mère avait modernisé l'aménagement paysager. J'ai doucement pris l'arrosoir de ses mains tremblantes. Papy, c'est Isla. C'est la nuit. Rentrons à l'intérieur où il fait chaud. Il a cligné des yeux, la confusion obscurcissant son regard avant qu'une lueur de clarté ne traverse, comme la lumière du soleil perçant à travers les nuages d'orage. Izzy, est-ce que je rêve? Non, papy, dis-je en enroulant mon manteau autour de ses épaules. Tu te souviens, c'est tout. C'est devenu notre code.
Quand la réalité présente devenait floue et que les souvenirs passés semblaient plus substantiels que le moment que nous vivions, je lui rappelais, tu te souviens, c'est tout. Mes parents appelaient ça une phase. Tard dans la nuit, quand ils pensaient que je dormais, je les entendais chuchoter à propos d'établissements, d'unités de soins pour la mémoire et de ce qui était, le mieux pour tout le monde. Mais je ne pouvais supporter l'idée de papy entouré d'étrangers qui ne sauraient pas qu'il fredonnait de vieilles chansons de Sinatra quand il était anxieux, ou qu'il remuait toujours son thé exactement 3 fois avant la première gorgée. Alors je suis devenue sa gardienne à ma petite échelle. Je m'asseyais avec lui le soir, lisant à haute voix les mêmes livres qu'il m'avait autrefois lus. Le jardin secret, la toile de Charlotte, le vent dans les saules. Il ne pouvait pas toujours suivre les intrigues, mais parfois, mon Dieu, ces moments étaient comme découvrir un trésor enfoui. Ses yeux s'illuminaient de reconnaissance, comme s'il venait d'ouvrir une porte qu'il croyait fermée à jamais. L'été après mon diplôme de fin de lycée, nous étions assis dans notre jardin sous le grand érable. Mes parents organisaient un autre cocktail à l'intérieur, et je m'étais échappée dans le coin tranquille où papy passait la plupart de ses après-midi maintenant. Il m'a regardé ce jour-là avec les yeux les plus clairs que j'avais vus depuis des mois et a dit, « Izzy, quand ils arrêteront de me voir, promets-moi que tu ne le feras pas. » Ma gorge s'est nouée. Je ne pourrai jamais arrêter de te voir, papy. Il a tendu la main et a posé sa main usée sur la mienne. Alors, quand le moment viendra, tu sauras quoi faire. Je n'avais aucune idée de ce qu'il voulait dire à l'époque. Ces mots se sont juste logés au fond de ma poitrine comme une promesse que je ne comprenais pas encore. Mais je sentais leur poids, leur importance. 8 mois plus tard, debout dans ce terminal d'aéroport, j'ai enfin compris. Après ma première année d'université, tout à la maison semblait réarrangé, comme si quelqu'un avait déplacé tous les meubles pendant mon absence. La chambre d'amis où logeait papy était soudainement fermée à clé pendant la journée. Pour sa sécurité, a expliqué maman. Il a besoin de repos, a ajouté papa. Mais j'ai remarqué comment le couloir restait étrangement silencieux, comment ils avaient cessé de l'inviter à dîner, comment il devenait mal à l'aise lorsque des visiteurs demandaient de ses nouvelles. Il disparaissait de notre famille comme une vieille photographie laissée trop longtemps au soleil, s'estompant jusqu'à ce qu'on puisse à peine en distinguer les contours. J'ai résisté comme je le pouvais. Je laissais des mots sur sa table de chevet. Bonjour, papy. J'espère que tu passeras une belle journée. Je t'aime, Izzy. Je lui apportais en cachette des biscuits au citron de la boulangerie près du campus, ses préférés. Je m'asseyais avec lui pendant des heures, même quand il regardait par la fenêtre et m'appelait Victoria, le nom de sa défunte sœur. Mais ce qui faisait le plus mal, ce n'était pas son oubli. C'était le leur. Un après-midi de février, j'ai surpris mon père au téléphone dans son bureau. Oui, je sais que l'avocat a dit qu'elle devra co-signer, mais ce n'est qu'une gamine. On s'en occupera. Il parlait de moi. Après son départ, je me suis glissée à l'intérieur et j'ai examiné les papiers éparpillés sur son bureau. Directive médicale, document de planification successorale, formulaire de procuration. Il ne se préparait pas seulement au déclin de papy. Il se préparait à l'effacer complètement de nos vies. Ce soir-là, je les ai confrontés au dîner. Il me reconnaît encore, dis-je, ma voix tremblant d'une émotion à peine contenue. Il sourit encore quand je lui lis des histoires. Il rit encore quand je brûle accidentellement les toasts. Il est toujours là. Maman n'a même pas levé les yeux de sa salade. Isla, tu es trop émotive. Tu as toujours été trop attachée. Tu penses que l'amour suffit. La voix de papa était froide, clinique. Ce n'est pas le cas. Nous faisons ce qui est responsable. Responsable. Le mot est sorti comme du verre brisé. Vous voulez dire pratique ? Le silence qui a suivi a eu l'effet de l'eau glacée dans mes veines. À partir de ce moment, ils m'ont exclu de toute conversation sur les soins de papy. Je rentrais des cours pour découvrir qu'ils avaient jeté ses pantoufles préférées, donné ses livres, remplacé la vieille bouilloire qu'il utilisait pour son rituel du thé de l'après-midi. Minimalisme, a dit maman d'un ton enjoué quand j'ai posé des questions sur les objets manquants. Mais pour moi, cela ressemblait à une gomme. Puis est venue l'annonce qui a tout changé.
Nous partons en Afrique du Sud, a déclaré papa un soir au dîner. Son sourire trop large, ses yeux trop prudents. Un voyage en famille. Un dernier souvenir ensemble avant que. Il n'a pas fini sa phrase, mais nous avons tous compris l'implication. J'ai jeté un coup d'œil à papy à côté de moi, ses doigts tapotant un rythme invisible sur la nappe, quelque chose qu'il faisait en traitant l'information. Il ne semblait pas enregistrer la conversation, mais quand je me suis penchée et que j'ai chuchoté, « Tu veux partir à l'aventure, papy ?» Il m'a regardé et m'a fait un clin d'œil. C'était petit, mais c'était lui. Et donc, j'ai accepté le voyage, non pas parce que je croyais que leurs intentions étaient pures, mais parce que quelque chose au fond de moi m'avertissait que ce n'était pas seulement des vacances, c'était un test. Et je devais être là quand ils y échoueraient. Nous sommes partis pour l'aéroport avant le lever du soleil un mardi matin. Le ciel saignait encore d'orange et de rose, et l'air portait ce froid vif de mars mêlé à l'odeur métallique du kérosène. Papy portait son cardigan bleu marine, son « pull de voyage », comme il l'appelait, boutonné de travers et flottant sur sa silhouette qui rétrécissait. Il serrait une photo encadrée de grand-mère dans une main et tenait mon poignet de l'autre. Papa vérifiait sa montre à plusieurs reprises. Maman vérifiait son reflet à plusieurs reprises dans son poudrier. Je vérifiais les yeux de papy à plusieurs reprises, cherchant des signes qu'une partie de lui comprenait ce qui se passait. Sur la banquette arrière de la Lexus, j'ai chuchoté, « Tu es excité pour notre voyage, papy ?» Il n'a pas répondu directement, il a juste regardé par la fenêtre et a fredonné quelque chose que j'ai presque reconnu. Peut-être un vieil air militaire, peut-être une berceuse. Son pouce traçait le bord de la photo de grand-mère. Nous allons quelque part où il fait chaud, ai-je continué doucement. Il y aura peut-être des éléphants. Il s'est tourné vers moi alors, ses yeux se concentrant avec effort. Tu feras une excellente enseignante un jour, Victoria. Je ne l'ai pas corrigé. Il m'appelait toujours Victoria quand il avait peur. L'aéroport était un chaos, des files d'attente interminables, des néons bourdonnant au-dessus de nos têtes, la cacophonie constante des annonces d'embarquement et des valises à roulettes. Maman m'a prise à part près du stand de café. Isla, va chercher du café pour ton père et moi. Quelque chose de fort. On en aura besoin pour ce vol. J'ai jeté un regard en arrière vers papy. Et lui? Il va bien, dit-elle, s'éloignant déjà. On revient tout de suite. Papa a guidé papy vers des sièges dans le coin le plus calme du terminal, près d'une grande fenêtre donnant sur le tarmac. Papy s'est assis docilement, tenant toujours la photo de grand-mère, fredonnant toujours cet air que je n'arrivais pas à identifier. Mon père s'est penché, a posé sa main sur l'épaule de papy et a parlé clairement et lentement, « Assieds-toi juste ici. On va s'enregistrer et on revient tout de suite. » Les mots ont résonné dans ma tête comme une pierre jetée dans un puits profond. Je suis restée figée, la commande de café à moitié formée sur mes lèvres, et j'ai regardé mes parents s'éloigner, calmes, confiants, sans jamais jeter un seul regard en arrière. 5 minutes sont passées. Puis 10. Papy est resté sur sa chaise, attendant, confiant, balayant de temps en temps la foule d'un regard plein d'espoir. 15 minutes. Mon cœur battait contre mes côtes comme un oiseau en cage. 20 minutes. Quelque chose de froid et de terrible s'est installé dans mon estomac. Je me suis approchée du comptoir d'enregistrement avec les mains tremblantes. Le groupe Tornil s'est-il déjà enregistré pour le vol vers l'Afrique du Sud? Ai-je demandé à la femme derrière le bureau. Elle a tapé rapidement, puis a hoché la tête. Oui. Enregistrer et passer la sécurité. L'embarquement devrait commencer dans environ 20 minutes. Mon souffle s'est coupé. Tous? D'après le système, oui. Je me suis reculée du comptoir, engourdie. Il ne revenait pas. Il n'avait jamais eu l'intention de revenir. À une centaine de mètres de là, mon grand-père était assis seul au milieu d'une mer d'étrangers, attendant des gens qui avaient déjà embarqué sur leur vol vers une nouvelle vie. Une vie qui ne l'incluait pas. Il ne savait pas ce qui se passait. Il ne comprenait pas où il était ni pourquoi les visages familiers avaient disparu. Il savait seulement qu'ils avaient dit « Attends-nous ». Et donc il attendait, parce que c'est ce que font les gens loyaux.
C'est à cela que ressemble l'amour quand il a été trahi, mais ne le sait pas encore. Je ne me souviens pas avoir décidé de courir. Mon corps a simplement bougé, la mémoire musculaire prenant le dessus alors que la logique s'effondrait. Le cliquetis des roues de valise et les annonces de départ se sont fondus en un bruit blanc alors que je sprintais vers ce coin tranquille où mon grand-père était assis. « Papy » ai-je haleté, tombant à genoux devant sa chaise. « C'est moi. C'est Isla. » Ses yeux ont fouillé mon visage, la reconnaissance vacillant comme une bougie dans le vent. « Victoria » a-t-il chuchoté, sa voix sèche et incertaine. « Ce n'est rien » dis-je en prenant ses mains froides dans les miennes. « Je suis là. Tu n'es pas seul. » Il a regardé autour du terminal, déconcerté et de plus en plus agité. « Où est passé ton père ?» Il a dit qu'il reviendrait tout de suite. Suis-je censé aller quelque part? Ai-je oublié quelque chose d'important? Les questions m'ont frappé comme des coups physiques. Ma gorge était à vif. Mes yeux brûlaient de larmes non versées. Non, papy. Tu n'es censé aller nulle part. Tu es censé rester avec moi. C'est tout. Il a serré mes mains plus fort et je pouvais le sentir trembler. J'avais si peur, Izzy. Je ne savais pas quoi faire. Tout le monde continuait de passer et j'attendais, mais personne n'est revenu. Je voulais crier, pas sur lui, jamais sur lui, mais sur les gens qui s'étaient éloignés si facilement. Les gens qui avaient fait leurs valises, imprimé leurs cartes d'embarquement et fait la paix avec l'abandon de l'homme qui les avait autrefois portés sur ses épaules, qui leur avait appris à faire du vélo et étaient restés éveillés toute la nuit quand ils avaient de la fièvre. Je me suis levée et l'ai doucement aidé à se mettre debout. Allez, papy. On s'en va. Il a hésité, regardant vers les portes de sécurité. On ne part pas en voyage? Si, dis-je en enroulant son écharpe autour de son cou avec des mains prudentes. Mais pas celui qu'ils avaient prévu. Alors que nous nous dirigions vers la sortie, j'ai entendu mon nom, Isla. Je me suis retournée pour voir ma mère debout près de l'escalator, ses talons claquant contre le sol poli, le mascara coulé, le téléphone serré dans sa main comme une arme. Papa se tenait derrière elle, silencieux et le visage de pierre. Isla, reviens ici tout de suite, a-t-elle lancé, sa voix portant à travers le terminal. J'ai resserré ma prise sur le bras de papy. Non. Il ne sait même pas où il est, a-t-elle sifflé en se rapprochant. Il a besoin de soins professionnels. Tu ne sais pas ce que tu fais. Je sais exactement ce que je fais, dis-je, ma voix stable pour la première fois de la journée. Je ne le laisse pas comme un bagage abandonné dans une salle d'attente. Papa a finalement parlé, sa voix basse et tranchante. Tu fais une scène. Pense à l'image que ça donne. L'image que ça donne. J'ai failli rire, mais le son est sorti amer et brisé. C'est ton père. Les mots sont restés en suspens entre nous comme un verdict. Pendant un instant, aucun de nous n'a bougé. L'agitation de l'aéroport nous pressait de toutes parts, mais notre petit cercle semblait figé dans le temps. Puis je l'ai dit, doucement mais clairement. Vous l'avez abandonné. Les lèvres de maman se sont entr'ouvertes, mais aucun mot n'est sorti. La mâchoire de papa s'est crispée. C'est fini, dis-je, et je me suis tournée vers la sortie. Isla, si tu t'en vas maintenant. A commencé papa. Mais j'étais déjà en mouvement, aidant papy à naviguer entre les autres voyageurs vers les portes coulissantes en verre qui menaient à la liberté. L'air froid du matin nous a frappés comme une gifle, mais il semblait plus pur que l'atmosphère recyclée à l'intérieur. J'ai hélé le premier taxi que j'ai vu et j'ai aidé papy à monter sur la banquette arrière, ses mains tremblant toujours. Nous avons roulé en silence pendant des kilomètres, l'aéroport rapetissant derrière nous dans le rétroviseur comme un mauvais rêve se dissolvant à la lumière du jour. Ce n'est que lorsque nous avons atteint la gare routière Greyhound que j'ai finalement expiré, respiré vraiment pour ce qui m'a semblé être la première fois depuis des heures. Où allons-nous? A demandé papy doucement, ses yeux troubles mais confiants. J'ai sorti mon téléphone et j'ai parcouru mes contacts jusqu'à ce que je trouve le numéro que j'avais enregistré il y a des mois. Celui que je n'aurais jamais pensé utiliser.
Martha Sullivan, la sœur cadette de mon grand-père, ma grand-tante, la seule personne de notre famille élargie qui envoyait encore des cartes d'anniversaire avec des notes manuscrites. Elle vivait sur une petite propriété à l'extérieur de Holton, au Kansas, et m'avait appelé juste après Noël, inquiète pour papy. Si jamais il se passe quelque chose, Isla, avait-elle dit, tu m'appelles. Ne les laisse pas le fourrer quelque part pour qu'on l'oublie. J'ai composé son numéro avec des doigts tremblants. Elle a répondu à la deuxième sonnerie. Martha, c'est Isla. Papy a besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Sa voix s'est brisée. Oh, ma chérie. Dis-moi où vous êtes. Je vous attendrai. J'ai acheté 2 billets de bus pour le prochain départ vers le Kansas. La gare était presque vide. Juste nous et une poignée d'autres voyageurs commençant des voyages vers des endroits qui signifiaient probablement tout pour eux. J'ai aidé papy à s'asseoir près de la fenêtre, j'ai enroulé mon écharpe autour de ses épaules et je l'ai laissé reposer sa tête contre mon bras. Il s'est endormi avant même que le moteur ne gronde, sa respiration régulière et paisible. En quittant Omaha, j'ai regardé le paysage changer par la fenêtre. La ville cédant la place aux terres agricoles, les banlieues se fondant dans un ciel ouvert. Je ne me sentais plus perdue. Pour la première fois de ma vie, je ne suivais pas les plans soigneusement établis de mes parents. Je choisissais ma propre voie. Et ce choix, aussi terrifiant soit-il, me donnait l'impression de rentrer à la maison. Le bus est arrivé à la minuscule gare de Holton juste au moment où le soleil de l'après-midi commençait à descendre vers l'horizon. C'était calme, presque anormalement calme après le chaos des aéroports et du trafic urbain, mais j'ai accueilli cette quiétude comme une étreinte chaleureuse. Sur le quai se tenait une petite femme robuste en veste en jean, ses cheveux argentés tirés en une simple queue de cheval, tenant un morceau de carton sur lequel était écrit « Henri plus Isla » d'un marqueur noir tremblant. « Martha Sullivan », dit-elle, laissant tomber le panneau dès qu'elle nous a vus. « Oh, Hank » a-t-elle haleté, se précipitant vers lui, des larmes coulant déjà sur ses joues burinées. Papy a cligné des yeux en la regardant, puis a souri avec plus de reconnaissance que je ne m'y attendais. « Maddie » dit-il doucement. Elle a ri à travers ses larmes. « Tu te souviens encore de ce vieux surnom, hein ?» Il a tendu la main vers elle avec une fermeté surprenante. « Tu as vieilli, toi, pas moi ?» a-t-elle plaisanté en retour, l'enveloppant dans une étreinte qui semblait restaurer quelque chose en eux deux. Pour la première fois depuis des jours, je me suis sentie vraiment détendue. Nous avons roulé sur des routes à 2 voies flanquées de champs ouverts s'étendant à l'infini sous le plus grand ciel que j'ai jamais vu. La maison de Martha se trouvait à la lisière de la ville, une modeste maison de 2 chambres avec une peinture blanche écaillée et un large porche qui semblait avoir été témoin de décennies d'histoire. Il n'y avait pas de paperasse, pas de formulaire d'admission, pas de discussion sur le fardeau ou la responsabilité. Juste de la soupe chaude, des draps propres et le genre de silence qui vous enveloppe comme une couette confortable. Pas le silence froid et jugeur avec lequel j'avais grandi, mais quelque chose qui ressemblait à de l'acceptation. Ce premier soir, je me suis assise sur le porche pendant que papy faisait la sieste à l'intérieur, enfin paisible. Martha a apporté 2 tasses de tisane à la camomille et s'est installée dans le rocking chair à côté de moi, ses articulations craquant comme le vieux bois. « Tu as fait ce qu'il fallait », dit-elle doucement, sa voix portant le poids des années et de l'expérience. Même s'il ne le voit pas maintenant, surtout s'il ne le voit pas. J'ai hoché la tête, bien que je ne lui ai pas encore tout raconté. L'histoire semblait trop à vif pour être entièrement articulée. « Vous pouvez rester aussi longtemps que vous en aurez besoin », a-t-elle ajouté. Cette maison est peut-être petite, mais elle a de la place pour les gens qui se voient les uns les autres. Je n'ai pas pleuré à ce moment-là. J'étais trop épuisée pour les larmes. Mais quelque chose à l'intérieur de moi s'est détendu pour la première fois depuis des mois. J'ai levé les yeux vers les étoiles, plus claires et plus brillantes que je ne les avais jamais vues en ville, et j'ai eu l'impression qu'elles me regardaient vraiment au lieu de regarder à travers moi. Au cours des semaines suivantes, je me suis installée dans un rythme dont je ne savais pas que j'avais envie. J'aidais aux courses et à la cuisine, j'ai appris à m'occuper du petit potager de Martha, j'emmenais papy pour de lentes promenades dans le quartier quand le temps le permettait. Il ne savait pas toujours où nous étions, mais il me tenait toujours la main,
et parfois il montrait des oiseaux ou des fleurs avec un plaisir sincère. Certains jours, il m'appelait Victoria, d'autres jours Izzy, et de temps en temps, de rares moments précieux qui étaient comme des cadeaux. Il me regardait avec des yeux complètement clairs et disait « Isla », comme s'il me voyait pour la toute première fois. Ces moments valaient tout. J'ai commencé à tenir un journal, non pas pour un cours ou un devoir, mais juste pour me souvenir. J'ai noté les choses que papy disait, les repas que Martha cuisinait, la façon dont le lever du soleil apparaissait depuis la fenêtre de la cuisine. Pour la première fois de ma vie, j'étais dans un endroit où ce souvenir n'était pas seulement permis, mais encouragé. Au printemps, je me suis inscrite à un programme d'aide-soignante à temps partiel au community college local. Non pas parce que je l'avais prévu, mais parce que quelque chose à l'intérieur de moi avait changé, comme une boussole pointant enfin vers le vrai nord. Prendre soin de papy ne ressemblait plus à un sacrifice. C'était comme un héritage. Un après-midi chaud de la fin du printemps, je poussais le fauteuil roulant de papy dans le petit jardin de Martha quand il s'est soudainement tourné vers moi, plus lucide qu'il ne l'avait été depuis des semaines. « Tu te débrouilles bien, Izzy », dit-il, ses yeux brillants et concentrés. « Vraiment bien. » Je me suis agenouillée à côté de sa chaise, submergée par le cadeau de sa clarté. J'aurais aimé pouvoir faire plus tôt. Il a secoué la tête lentement, délibérément. Tu as fait la seule chose qui comptait le plus. Tu es resté. Papy est décédé un mardi matin au début de l'été. Je l'ai trouvé dans son fauteuil préféré près de la fenêtre, les mains reposant paisiblement sur la courte pointe que Martha lui avait faite, la radio jouant du jazz doux en arrière-plan. Sa photo encadrée de grand-mère était sur la table à côté de lui, exactement là où il la plaçait chaque matin depuis des mois. Ses yeux étaient fermés, son visage serein, comme s'il s'était simplement assoupi en écoutant sa chanson préférée. Je n'ai pas pleuré au début. Je me suis juste assise à côté de lui, j'ai tenu sa main encore chaude et j'ai chuchoté « Tu peux te reposer maintenant, papy. Je me souviendrai du reste pour toi. » Une semaine après les funérailles, j'ai fait le trajet de retour à Omaha. Non pas parce que je voulais une réconciliation, mais parce que j'avais besoin de fermer cette porte pour moi-même. Je me suis tenue sur le porche de la maison de mon enfance, j'ai sonné et j'ai attendu. La maison semblait plus petite, en quelque sorte, comme un décor de théâtre après la tombée du rideau. Maman a ouvert la porte, les yeux écarquillés de surprise et de quelque chose qui aurait pu être du soulagement. Isla. Elle avait l'air de ne pas avoir bien dormi. Papa est apparu derrière elle, les bras croisés, mais pas de manière défiante, juste fatigué. J'ai appris, a dit doucement maman, pour ton grand-père. J'ai hoché la tête. Il est parti paisiblement, entouré de gens qu'il aimait. Elle a baissé les yeux sur ses mains. Nous ne voulions pas que les choses se passent comme ça. Si, vous le vouliez, dis-je doucement, sans méchanceté. Vous aviez l'intention de le laisser à cet aéroport. Et vous m'auriez fait la même chose si je n'avais pas choisi différemment. Papa s'est avancé. Il ne te reconnaissait pas la plupart du temps vers la fin. Ce n'était pas personnel. Il ne s'agissait jamais de ce dont il se souvenait, ai-je répondu. Il s'agissait de ce que je refusais d'oublier. Je me suis retournée pour partir, mais maman m'a attrapé le poignet. Isla, vas-tu? Vas-tu rentrer à la maison? Je l'ai regardé alors, vraiment regardé, et je n'ai pas vu la femme du monde posée avec laquelle j'avais grandi, mais une femme qui avait construit toute sa vie autour du contrôle et des apparences et qui se tenait maintenant au centre creux de cette construction, comprenant enfin ce que cela lui avait coûté. Je suis à la maison, dis-je tranquillement. Au Kansas, avec des gens qui savaient comment m'aimer avant que j'aie à le mériter. De retour à Holton, j'ai repris mes études, mes patients et le porche où papy avait l'habitude de s'asseoir, regardant le monde passer. J'ai gardé sa photo sur mon mur juste à côté de mon certificat d'aide-soignante quand je l'ai finalement obtenu. Et chaque soir avant de dormir, je chuchotais aux étoiles, je n'ai pas lâché. Parce qu'en le choisissant, je m'étais choisi moi-même. J'avais choisi l'amour plutôt que la loyauté, la vérité plutôt que la commodité, rester plutôt que partir. Et ce choix, aussi terrifiant et incertain soit-il, m'avait mené exactement là où était ma place. Parfois,
Les personnes qui sont censées nous aimer inconditionnellement nous en apprennent le plus sur les conditions. Mais parfois, si nous avons beaucoup de chance, nous apprenons aussi que l'amour n'a pas à être mérité. Il doit simplement être reconnu, honoré et farouchement protégé. C'est une leçon qui vaut la peine d'être retenue. Merci de m'avoir écouté. Et si vous aimez cette histoire, partagez-la avec d'autres qui pourraient avoir besoin de courage pour choisir l'amour plutôt que la commodité. Et n'oubliez pas de commenter et de vous abonner pour plus d'histoires sur les moments qui nous transforment en ce que nous sommes censés être. Parfois, nos plus grands actes de défi deviennent nos plus profonds actes d'amour.